Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les évolutions en matière de fiscalité, mais de manière un peu plus générale aussi en matière de stratégie patrimoniale. Des évolutions donc portées par le projet de loi de finances 2024. Nous allons en parler avec Pierre-Elliott Blum. Tout d'abord, bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat associé, notamment spécialisé fiscalité au sein du cabinet Luma. Nous avons le plaisir d'en parler également avec Benoît Berchebru. Bonjour Benoît Berchebru. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norcia. Alors, on va commencer avec vous, Pierre-Elliott Blum. Évolution mineure, ou en tout cas évolution qu'on pouvait attendre dans ce projet de loi de finances 2024. Évidemment, l'augmentation des barèmes d'impôt sur le revenu. L'inflation continue son cours et donc les impôts s'adaptent finalement à ce niveau d'inflation. Exactement. Alors ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Comme l'année précédente, d'ailleurs, il y avait également une augmentation du barème progressif à l'impôt sur le revenu. Cette année, le gouvernement prévoit une augmentation de l'ordre de 4,8% pour une inflation entre 2023 et 2024. Oui. Et donc, classiquement, le barème progressif à l'impôt sur le revenu est indexé sur l'inflation. Est-ce que ça a une incidence particulière pour les gens qui vont déclarer leurs revenus en 2024 ? Parce qu'on peut se dire effectivement, si l'inflation est aux alentours de 4,8%, on peut s'attendre à ce que certains salaires aient augmenté d'autant, donc les barèmes augmentent d'autant. Est-ce que si jamais le salaire n'a pas augmenté, ou au contraire, si il a augmenté un petit peu plus, ça peut avoir une incidence sur... ces barèmes peuvent avoir une incidence sur ce qu'on va déclarer ? Ça va avoir une incidence sur l'imposition du foyer fiscal, effectivement, puisque si le barème évolue et les salaires évoluent également, si le barème avait été maintenu, les salaires ayant augmenté classiquement du fait de l'inflation, l'impôt sur le revenu dû par chacun des contribuables aurait augmenté de manière disproportionnée. Et donc le gouvernement, pour limiter l'impact fiscal de cette inflation et de l'augmentation des salaires, augmente le barème pour suivre l'évolution des salaires des contribuables. Un mot immobilier à présent, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'articles sur le sujet, justement, au début, en tout cas, des différents amendements proposés dans ce projet de loi de finances 2024. Toujours avec vous, Pierre-Elliott Blum, et puis après on verra avec vous, Benoît Berchebru, peut-être l'incidence que ces amendements aient été conservés ou non. Déjà, il y avait un risque. Il y avait un risque qu'on aligne la fiscalité LMNP et LMP, loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel. Finalement, on est sauvé pour le moment si on fait du LMNP, Pierre-Elliott Blum. Exactement. Alors, il y avait une particularité du régime des locations meublées non professionnelles qui était l'amortissement du bien, puisque on est au régime des BIC et donc il y a la possibilité à l'impôt sur le revenu d'amortir le bien sur la durée d'amortissement. Et donc, ça tient compte en fait de l'amortissement du bien qui vient réduire l'impôt sur le revenu. Et au niveau de la plus-value des particuliers, on est soumis à une plus-value des particuliers et donc on ne prend toujours pas en compte l'amortissement du bien, ce qui était considéré pour un certain nombre de parlementaires comme vraiment une optimisation fiscale caractérisée. Certains amendements ont été déposés à ce sujet-là, mais le gouvernement, par le biais de l'article 49.3, a écarté cette réforme qui pourra être de nouveau mise sur la table dans quelques années, mais en tout cas, ce n'est pas le cas cette année. Benoît Berchebru, je rappelle que vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norcia, donc effectivement, vous accompagnez, ou en tout cas, vous regardez les manières dont on peut accompagner un certain nombre d'investisseurs ou d'épargnants. C'est un ouf de soulagement, le fait que le régime LMNP reste comme il est actuellement ? C'est sûr qu'on se posait beaucoup de questions en tant que fiscaliste, c'est de se dire quelle stratégie d'investissement ça concernerait. Est-ce que ça concerne tout le monde ou uniquement les nouveaux entrants dans ces régimes de LMNP? Parce qu'il y a même eu la question à un moment de savoir si ça aurait pu être rétroactif pour un certain nombre d'entre eux. Donc Alors, il n'y a qu'en matière fiscale que la loi peut être rétroactive. Maintenant, c'est une personne qui est rentrée il y a 5-10 ans en régime LMNP et on change la loi. Est-ce que cette personne-là, qui pensait à la sortie ne pas se faire reprendre les amortissements, pourrait être concernée? Et là, effectivement, on en discutait tout à l'heure, ça peut vraiment poser problème puisque finalement, on casse quelque chose qu'on s'attendait à avoir à la sortie. Bien sûr. Ouais. Et là, pour le coup, donc c'est un ouf de soulagement. On est sûr qu'il n'y aura pas pour cette année d'alignement LMP, LMNP, ou c'est encore en discussion? Je rappelle que le projet de loi de finances 2024 n'est pas encore complètement voté, mais une première partie a été votée, ou en tout cas a été validée via le 49.3 donc à l'Assemblée nationale. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que de toute façon, ça ne sera pas modifié d'ici 2023. On nous dit qu'on laisse passer les Jeux Olympiques, parce que forcément, il va falloir loger tous ces athlètes, tout le staff qui est autour, soit en village olympique, soit au pourtour, et puis tous les spectateurs. Et là, c'est sûr que les spectateurs, ils vont
pas forcément vouloir aller louer quelque chose de nu. Donc le LMNP, le loueur meublé non professionnel, il a toute sa place dans ce schéma-là. Donc déjà jusqu'à mi-2024, on est tranquille. Il faudra revoir si le projet de loi de finances fin 2024 viendra modifier. En tout cas, on a une tendance, comme en finance, on a une tendance sur cet aspect de LMNP. Alors c'est amusant que vous donniez l'exemple des Jeux Olympiques parce que on pourrait regarder aussi ce qui se passe du côté de la location meublée touristique, Pierre-Elliott Blum. Mais là, pour le coup, on a des abattements qui sont revus à la baisse, on a un seuil de chiffre d'affaires qui est revu à la baisse. On aurait pu se dire, effectivement, même argument que pour le LMNP, on laisse passer l'année 2024 et on verra après. Là, non, pour le coup, on passe d'un abattement de 71% à 50% dans les zones tendues quand on fait de la location meublée touristique. Exactement. Donc, il y a une baisse du seuil, mais il y a également une baisse de l'application du forfait d'abattement qui passe de 71% à 50%. Et l'objectif recherché par le gouvernement et par nombreux des députés, c'était de mettre fin à cette optimisation fiscale des locations meublées touristiques avec un régime qui est extrêmement favorable aux locataires et à une fiscalité extrêmement réduite à la sortie. Là aussi, Benoît Berchebru, comment est-ce qu'on regarde ça d'un point de vue patrimonial ? Est-ce qu'on se dit, est-ce que ça remet en cause, par exemple, des investissements qui avant n'étaient que sur des investissements immobiliers, qui n'étaient avant que sur du meublé touristique, qui là pourraient revenir dans le régime général, par exemple, de la location Alors, faut voir, parce que le meublé touristique, on parlait de quoi ? On parlait, vous savez, le para-hôtelier, les 4 prestations. Enfin, il faut en faire 3 sur les 4. Donc, c'était accueil du public, ménage, déjeuner, et puis le 4e alimentaire, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il suffit que j'en réalise 3 pour rentrer dans ce dispositif. Dispositif. On voit bien que la stratégie d'investissement est différente que de faire du LMNP. Parce que LMNP, j'ai pas ces prestations. J'ai pas ces 3 prestations para-hôtelières. C'est je meuble, j'amortis mes meubles. Et je loue. Donc, le locataire arrive, il met, mais il n'a pas de prestations classiques. Donc, c'est vraiment, à mon sens, des investissements qui sont totalement différents et qui répondent à des stratégies différentes. Là, ce qui est potentiellement visé, c'est d'abord, et on le voit ce qui se passe à New York également, c'est le Airbnb. C'est vraiment ces locations très courte durée qui sont attaquées, d'accord ? Ils veulent plus. Mais qui sont attaquées parce que certains propriétaires ne louent plus que comme ça et pas justement en longue durée, que ce soit sur LMNP ou autre. Parce qu'en termes de rentabilité, c'est plus intéressant. Vaut mieux louer à la journée qu'au mois. Mais deuxièmement, ça venait justement concurrencer les vrais hôteliers qui ont d'autres obligations fiscales, sociales, et donc du coup on dit il y a une disproportion, une concurrence déloyale, puisque eux n'ont pas besoin d'assumer toutes ces charges. Donc c'est pas illogique que cette strate de location soit remise en cause, en tout cas à court terme. Est-ce que ça peut changer la donne, que ce soit côté investisseur ou alors côté hôtelier? Je ne sais pas si on aura la réponse dans cette émission, mais côté investisseur, peut-être sur des arbitrages d'investissement. C'est comme tout, quand on n'a plus l'avantage fiscal ou la carotte fiscale et on va parler du PER, malheureusement, oui, ça peut potentiellement changer la donne. Bon, alors, on va parler du PER dans un instant, mais juste avant, on reste sur l'immobilier, ou en tout cas ce qui peut être connexe à l'immobilier. Avec vous, Pierre-Elliott Blum, l'IFI évolue également. Exactement. Alors ça a été repris par l'article 49.3 par le gouvernement sur le passif pour les sociétés. Alors là, l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, et donc on prend en compte évidemment l'immobilier détenu en direct par le contribuable et l'immobilier détenu de manière indirecte par le biais de sociétés. Et dans le cadre du calcul de la valeur immobilière qu'on déclare ensuite dans la déclaration d'IFI, sont prises en compte, quand on a une détention indirecte, donc par le biais d'une société, le passif. Et donc il y avait évidemment des cas d'exclusion de passifs considérés comme des clauses anti-abus, mais n'était pas remise en cause le passif classique, typiquement un compte courant d'associé qui vise à des dépenses classiques autres que l'acquisition de l'immobilier, n'était pas prise en compte. Et donc on avait des valeurs qui étaient minorées par le biais de la prise en compte de ces passifs, et ça a été écarté par le gouvernement, qui maintenant ne prend en compte que les passifs qui sont liés à un actif immobilier. D'accord. Donc ça va avoir un impact assez considérable sur les déclarations d'IFI des contribuables. Pourquoi ? Parce que corrélativement, la valeur des sociétés va augmenter, et donc la part déclarative que l'on va déclarer, la part de l'immobilier qu'on va déclarer dans la déclaration d'IFI va également augmenter de manière considérable. Donc si on payait l'IFI en 2023 et qu'on était à la tête de SCI par exemple, on peut s'attendre à voir son IFI augmenter en 2024 ? Complètement, de part de SCI, mais ça peut être aussi de société opérationnelle. Si on a de l'immobilier qui n'est pas affecté à l'activité opérationnelle, ça peut être différents types de sociétés. C'est pas que les SCI, mais effectivement les SCI, on peut, le cas échéant, voir son montant d'IFI
grimper au cours de la prochaine campagne déclarative. Benoît Bercher-Bru, là pareil, alors ça c'est acté. Hein. Ça a été acté. Ça a été acté. Est-ce que c'est à prendre en compte dans une stratégie patrimoniale? Mais alors, typiquement, ça c'est le moment où on peut se poser ce genre de questions, c'est quand on a construit une stratégie sur, j'ai envie de dire, des certitudes en matière de fiscalité et que celle-ci évolue, comment est-ce qu'on adapte sa gestion patrimoniale? Souvent, on constitue des sociétés civiles pour porter l'immobilier d'entreprise, pour se dire le jour où je vends mon immobilier d'entreprise, je conserve l'immobilier. Alors, je commencerai à percevoir des revenus fonciers. En termes d'IFI, dès lors que c'est affecté à l'entreprise, ça reste un actif professionnel. Donc, anti-IFI, c'est sûr qu'avec la modification de cette loi, pour quelqu'un qui avait un hangar, je divise en deux, il y a la moitié qui est affectée à mon activité opérationnelle, chef d'entreprise, et l'autre moitié en locatif, je ne pourrais plus déduire un certain nombre de charges, donc venir augmenter forcément ma base taxable. Et alors là, c'est à un moment donné, il n'y a pas que l'aspect fiscal, parce que détenir de l'immobilier d'entreprise pour tout ou partie via une société civile, ça répond aussi à une stratégie patrimoniale et mode de détention. Oui, complètement. Donc, je n'irai pas casser tout ce qu'on a pu mettre en place en termes de stratégie. Ok, il y a un avantage fiscal qui est un peu moins intéressant, mais ça répondait d'abord à une stratégie patrimoniale globale. De toute façon, on ne fait pas des investissements patrimoniaux sur une simple stratégie fiscale. Jamais. La preuve, on le sait que ça peut changer à tout instant, donc surtout pas. Un mot sur le PER, vous le mentionnez tout à l'heure, Benoît Bercher-Bru. Alors là, on va parler du plan épargne retraite, mais pour les mineurs, avant, un parent pouvait ouvrir un PER pour ses enfants quand il avait moins de 18 ans. Ce ne sera plus possible. Ça sera plus possible à partir du 1er janvier 2024. Le gouvernement justifie en disant on veut mettre fin à la fraude fiscale qui a été réalisée. Donc on a l'impression, qu'on prend le projet de loi de finances, c'est dans l'article 3, à la fin c'est ce qu'ils indiquent, on a l'impression que c'est une fraude généralisée. J'aimerais juste reprendre certains éléments, c'est que il n'y a pas de fraude. Quand on ouvre un PER pour un mineur, on lui fait d'abord financer sa retraite. Pourquoi alors du coup c'est accusé d'être accusé, ou en tout cas c'est sous-entendu que ce serait une fraude, parce que c'est les parents qui ont la déduction fiscale? Exactement, c'est que l'enfant mineur qui est rattaché au foyer fiscal des parents, c'est les parents qui bénéficient de la réduction d'impôt. Deux choses. Un parent, comme j'ai pu le lire, ne peut pas ouvrir un PER pour son enfant mineur et verser directement sur son compte. D'accord ? Il faut que ça transite par un compte bancaire. Deuxièmement, pour les établissements bancaires qui autoriseraient finalement que ça vienne du compte des parents, ils demandent nécessairement soit un acte de donation, soit un présent d'usage. D'accord. Il faut justifier que mon enfant mineur, il ait 4 000 ou 16 000 euros. Pourquoi 16 000 euros ? Parce qu'un enfant mineur, quand il ne travaille pas, c'est le minimum. Donc le minimum, c'est 10% du PAS, plafond annuel de la sécurité sociale. Pour 2023, sur les revenus 2022, c'est 4 114 euros. Donc, comme en PER, je peux reprendre l'année en cours et les 3 années antérieures, c'est 16 000 euros. D'accord ? Au total, que je peux verser sur les 4 dernières années. Bien sûr, oui. Si j'ai jamais fait de PER, là, cette année, je peux verser 16 000 euros. Et donc, moi, lorsque j'ai vu ce projet de loi de finances, je me suis posé la question, mais aujourd'hui, il y a 85 milliards d'encours sur les PER. D'accord ? Il y a 7 millions de personnes qui ont des PER. Sur ces 7 millions de personnes qui ont des PER, combien il y a de PER mineurs ? Votre confrère, votre consoeur, dans l'Express, a interrogé Bercy, et donc Bercy répond, il y a 3 000 PER. Donc il dit 3 000 PER fois 16 000 euros, ça fait 48 millions, versus 85 milliards. D'accord, ouais. Et on me dit, on change la loi parce qu'on identifie une fraude fiscale massive. Je ne suis pas certain qu'on soit sur une fraude fiscale massive. Je rappelle que le PER avait d'abord un avantage, c'est que, je pouvais bloquer l'argent jusqu'à sa retraite, parce qu'aujourd'hui, en assurance vie, je peux mettre une clause d'inaliénabilité, mais c'est bloqué jusqu'aux 25 ans. C'est-à-dire que moi, mon enfant mineur, au 26e anniversaire, il récupère les droits, il peut racheter son contrat. On finira là-dessus, mais ouais, allez-y. Le PER me permet finalement de bloquer cet argent, mais derrière de pouvoir le récupérer, notamment pour l'acquisition de la résidence principale. Merci, désolé, il va falloir qu'on s'arrête là, Benoît Bercher-Bru. On n'aura pas eu le temps de parler du plan épargne avenir climat, mais on fera une autre émission dessus. Merci en tout cas Benoît Bercher-Bru, directeur de l'ingénierie patrimoniale de Norcia. Merci Pierre-Elliott Blum, avocat associé spécialisé fiscalité au sein du cabinet Luma. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.